De retour sur U2P TV, merci pour votre fidélité, merci de suivre nos émissions en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Nous allons maintenant parler de nos écoles, de ces bâtiments qui vieillissent, parfois très abîmés, qui ne sont pas correctement isolés, qui mettent même parfois l'intégrité de nos enfants en péril. Bref, elles ne sont pas à la hauteur, ces écoles de la promesse républicaine et de l'accompagnement de l'État pour nos enfants. Mais heureusement, il y a le plan EduRénov qui a été lancé. C'est une vraie opportunité pour les entreprises du secteur. Alors on va en parler avec nos invités. Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Président de la CAPEB, vice-président de l'U2P. Pierre-Marie Ganozzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge du plan école et du bâti scolaire. Simon Husna est également avec nous, bonjour. Bonjour. Sénateur du Morbihan. Et Patricia Blanchet-Bang, bonjour. Bonjour. Présidente de la CAPEB des Bouches-du-Rhône. Monsieur Repon, c'est vrai qu'il y a un enjeu clair sur la rénovation des écoles et ce plan EduRénov, c'est, j'allais pas dire une manne, mais en tout cas une vraie opportunité pour les entreprises artisanales. C'est une opportunité et on est partenaire avec la Banque des Territoires de ce plan de développement. On se bat régulièrement sur l'accès au marché et l'allotissement et là on est pile poil, je dirais, dans une problématique majeure qui est nos jeunes, nos enfants, nos écoles et comment on amène des TPE à rénover ce qui sera pour nous demain les futurs citoyens et peut-être aussi des futurs artisans dans le territoire. Et donc c'est pour nous une image déjà de compétence et de notre métier, de valorisation de nos métiers en accédant à ce marché-là. Puis c'est aussi un élément d'avenir puisque nous allons rénover les écoles, les artisans avec de la valeur, de la décarbonation, une vision citoyenne de la construction moderne. Et puis même plus que ça, c'est vraiment une action qui a du sens. C'est-à-dire que là, pour le coup, nous accompagnons nos jeunes et c'est si important. Pierre-Marie Ganozzi, vous êtes donc adjoint à la mairie de Marseille en charge du plan école et du bâti scolaire et vous gérez justement un plan spécifique à Marseille de rénovation des écoles d'1,5 milliard d'euros. C'est considérable. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plan et puis peut-être un état des lieux à date ? Écoutez, d'abord merci pour l'invitation. Donc c'est un plan effectivement qui est pharaonique. À Marseille, il y a 470 écoles et donc sur les 10 prochaines années, nous avons décidé de mettre le paquet sur nos enfants. Pourquoi ? Parce que c'est notre avenir, vous l'avez répété au début de votre intervention. Et donc effectivement, il nous semble nécessaire que les politiques publiques et en particulier celles d'une municipalité soient axées sur les écoles. À Marseille, le bâti scolaire était très dégradé depuis des années, voire des décennies. D'ailleurs, le journal Libération avait titré il y a quelques années La honte de la République. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016. C'est-à-dire on est sur à peine une dizaine d'années. Depuis, beaucoup d'eau a passé sous les ponts. Il y a une nouvelle municipalité qui a pris ce dossier à bras-le-corps. Nous avons travaillé également avec l'État et en particulier avec le président de la République qui, avec le maire de Marseille, Benoît Payan, a dit eh bien, allons-y très fort. Et allons-y très fort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord de l'entretien courant sur nos 470 écoles, environ 40 millions d'euros par an pour améliorer l'existant, et également un plan école bis, j'ai envie de dire, sur de la rénovation totale, sur des écoles neuves, et là elles sont 188. Et l'un plus l'autre, ça nous fait 1,5 milliard. Et ça veut dire que les marchés sont tellement importants qu'en réalité, il y a vraiment pour tous les métiers du BTP, que ce soit des grosses entreprises ou des plus petites, l'intérêt c'est que l'ensemble de l'écosystème du BTP puisse se retrouver dans ce plan école. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur parce qu'on voit de plus en plus ces jeunes qui publient sur les réseaux sociaux des vidéos de leur école avec des toits qui s'affaissent. Et pour les parents et grands-parents que nous sommes, c'est toujours quelque chose de fort. Patricia Blanchet-Bang, vous êtes donc la présidente de la CAPEB Bouches-du-Rhône. Vous représentez les TPE du bâtiment localement. Et c'est vrai que ce plan école à Marseille, c'est pharaonique. Vous l'avez dit, c'était vraiment le bon mot. C'est une magnifique opportunité pour les entreprises locales. Comment ça a évolué et quel est le bilan à ce stade ? Alors, effectivement, une opportunité inédite pour les entreprises artisanales. Le problème, c'est qu'au départ, on a vu arriver les marchés globaux de performance. Les marchés globaux de performance, c'est-à-dire des marchés qui ne sont pas forcément adaptés aux entreprises artisanales, qui sont très proches des partenariats publics-privés, si ce n'est qu'il n'y a pas la finance. Mais pour nous, la finance, ce n'est pas un gros mot. Par contre, les marchés globaux, on pourrait presque dire que c'en est un, puisque ça nous prive de l'accès direct au marché.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour accéder donc en groupement même d'entreprises, on avait un chiffre d'affaires à faire qui ne correspondait pas au chiffre d'affaires des entreprises artisanales. Donc, de fait, on était obligatoirement Vous étiez exclus, donc éventuellement en sous-traitance, si un sous-traitant acceptait un attributaire acceptait de nous sous-traiter le marché. Donc, on s'est retrouvé quand même dans une situation où on sentait qu'il y avait une volonté de la commune, de la collectivité de s'engager, puisqu'on avait un demi-siècle d'abandon de nos écoles. Donc, il fallait effectivement rattraper le retard. On avait une situation financière, bon, monsieur Ganozzi ne l'a pas dit, mais je peux le dire, puisque je ne suis pas élue et que je suis citoyenne, et c'est un fait. Hein. On avait une situation financière avec des retards de paiement de factures de plus de 2 ans sur les fournisseurs. Donc les artisans s'étaient complètement détournés des marchés de la ville. On Donc, en a parlé hier, hein, monsieur Rebond, de ces délais de paiement. C'est ça. Donc il a fallu tout doucement qu'on rassure les entreprises, que les élus viennent nous donner leur engagement fort pour réduire les délais de paiement. Mais toujours est-il que les marchés n'étaient toujours pas accessibles. Donc on a travaillé, on a fait pas mal de réunions. Donc là, la ville de Marseille a accepté d'augmenter, d'aller au-delà des obligations réglementaires sur l'accès en sous-traitance pour les entreprises artisanales. C'est-à-dire que normalement, dans les MGP, on prévoit 10%, donc ils sont allés jusqu'à 30%. Donc ça, c'est très bien. Reste à mettre en place les rangs de sous-traitance, c'est-à-dire limiter à un rang de sous-traitance pour pas qu'on se retrouve les énièmes d'une cascade de sous-traitants. Et par contre, moi, il y a un point où je voudrais qu'il travaille encore. Je sais qu'il m'a dit non, mais on va y arriver, parce que moi, je suis têtue, donc il n'y a pas de problème. Parce que pour eux, c'est vraiment une aubaine. On a une équipe nouvelle. Il faut se mettre dans le contexte. Une équipe nouvelle, des techniciens nouveaux qui sont jeunes, qui ont envie de faire leurs preuves. On apporte à nos élus quelque chose qui nous paraît être une solution. On ne s'occupe pas de la conception, on ne s'occupe pas de la réalisation et on ne s'occupe pas de l'entretien. Seulement, on ne se rend pas compte qu'avec tout ça, tout le tissu économique local, on l'exclut. Donc, on a bien pris conscience malgré tout, et je pense que la mairie en a pris conscience aussi, que même quand on fait appel à des grands groupes, on ne sécurise pas pour autant le marché, puisqu'on a eu des défaillances de certains MGP. Alors, on va justement donner la parole à monsieur Ganozzi. Vous entendez, alors ce n'est pas de la colère, mais en tout cas, il y a de la déception. Alors, c'est pas tout à fait de la déception que j'entends. Avec la CAPEB 13, on travaille en bonne intelligence depuis maintenant plusieurs années. Comme l'a dit Patricia, on est passé de 10 à 30% dans le critère des MGP. Et je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que même sur les MGP qui ont été réalisés, on est même passé à 50 voire 60% qui a été donné pour des petites entreprises. Et ça, nous en sommes bien évidemment très fiers, parce que ça veut dire que c'est le tissu local qui en bénéficie. Sur ce qui concerne l'entretien maintenance, ça reste toujours des petits marchés. On reste en maîtrise d'ouvrage public, on reste sur des entreprises de petite taille pour l'entretien maintenance, qui a été multiplié par 4 voire par 5 dans certains endroits pour nos écoles. Du coup, c'est ce que je vous disais au début. En réalité, on a un investissement qui est considérable, qui fait entre du x5 et du x10 par rapport à ce qui était auparavant. Et donc, on a vraiment une quantité de travail qui est importante pour tout le monde. Si je devais prendre un exemple très précis, c'est que selon les marchés que nous lançons, il n'y a pas suffisamment d'entreprises dans les Bouches-du-Rhône pour pouvoir venir y répondre. Et donc, parfois, on est obligé d'aller jusque dans le Vaucluse ou dans le Gard pour faire venir des entreprises qui répondent à nos marchés. Et donc, ça veut dire que le gigantisme sur les écoles que nous sommes en train de faire, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est on a beaucoup parlé des MGP, mais en réalité, les MGP, ça ne sera qu'une petite partie de ce que nous allons faire. Parce qu'il y a avec la SPEM, donc Société publique des écoles marseillaises, et la ville de Marseille. Et en fait, sur les 470 écoles que nous voulons rénover, il n'y en a que 90, entre guillemets, qui seront en maîtrise, en MGP, pardon. Et ça, je m'y étais engagé. Au début, on avait prévu plus. Et puis, suite aux discussions que nous avons pu avoir avec l'Ordre des architectes, avec la CAPEB, nous avons décidé de diminuer ce chiffre pour arriver à quelque chose d'à peu près équivalent à moitié-moitié sur les écoles neuves. Et par contre, nous sommes engagés, Ville de Marseille, à rester sur une maîtrise d'ouvrage public classique. Alors, oui, 40% en MGP, 60%
En MOP et Si on 60% si on fait la totalité, c'est ce que tu nous avais annoncé au dernier. Non, sur les 188, ce sera 50-50. Par contre, il Ouais. reste les 300 autres. Et les 300 Ouais. autres, c'est en totalité MOP, totalement classique par rapport à un appel Ouais. d'offres. Bon. Alors l'entretien, la problématique de l'entretien, c'est sur sur tous ces marchés qui sont en MGP. L'entretien, les artisans en sont exclus puisque c'est inclus ou alors en sous-traitance. Et c'est là qu'il faut impérativement y intégrer les rangs de sous-traitance. Parce que là, c'est plus possible. Je suis Parce d'accord, on qu'on va sait- travailler en on ce a vu sens. sur la ferme de Beaurecueil qui était entretenue par des petites entreprises, le jour où c'est passé en régie de la métropole, c'est un grand groupe qui a eu l'entretien et on a vu les résultats que ça a donné sur les installations qui ont été faites. Alors, Mais Président. vous allez suivre les préconisations de la CAPEB, c'est 2 rangs de sous-traitance. On l'a fait sur la loi moi, j'ai dit un, contre hein. la fraude. Non, c'est 2 Un. rangs. On a validé sur la loi fraude 2 rangs de sous-traitance pour la transition énergétique. Donc je pense qu'on peut le décaler maintenant sur les marchés publics. Écoutez, c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir, Ouais. on va travailler ensemble. Alors, il y a quelque chose aussi qui a été travaillé aussi avec la ville de Marseille, parce que bon, on n'est pas d'accord, mais il y a quand même des avancements. C'est qu'on a travaillé sur les seuils pour exiger des contrats d'insertion, pour les clauses d'insertion, qui n'étaient pas applicables dans les TPE. Donc ça, ils ont eu une oreille attentive, ils ont entendu nos demandes. On doit aussi travailler sur... non, C'est déjà pas mal, c'est déjà Oui, pas mal. c'est- On va, c'est on, va, déjà- on va donner la parole aussi à Simon Huznat qui n'a pas encore pris la parole. Vous êtes donc sénateur du Morbihan et puis vous avez publié un rapport en juillet dernier sur la commande publique dans lequel vous formulez des propositions pour un meilleur accès des TPE-PME au marché public. Et pour vous, la commande publique, c'est vraiment un élément de souveraineté et de source d'activité pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos principales conclusions ? Alors en quelques chiffres, c'était une commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, composée de 19 sénateurs. Nous avons travaillé pendant près de 4 mois. Nous avons rencontré en particulier la CAPEB, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'achat public. Bien redire ici que tout secteur d'achat confondu, à l'échelle de notre pays, la commande publique, c'est 400 milliards d'euros. C'est l'ordre de grandeur du budget de l'État pour que nos concitoyens se rendent bien compte de la force d'impact. C'est 2500 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Donc nous considérons, oui, que cet argent doit être mis au profit entièrement des entreprises françaises et européennes, comme le font les États-Unis depuis des années. Avec les tensions commerciales qui se font jour à travers la planète, nous ne devons plus hésiter et faire en sorte que cet argent public, qui est le premier levier de soutien à nos entreprises, à nos TPE-PME, soit effectivement mobilisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des 67 recommandations qui ont été adoptées à l'unanimité. On en reparlera sans doute après sur la suite du parcours législatif. Mais quelques axes importants qui font écho très clairement aux préoccupations exprimées par les adhérents de la CAPEB et aussi par les élus locaux. Tout d'abord, c'est le besoin de simplification. Simplifier, faciliter la vie des entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas la présidente de la CAPEB des Bouches-du-Rhône qui me contredira. Donc nous avons plusieurs mesures concrètes que nous allons décliner, notamment un passeport commande publique pour que désormais, à l'avenir, les entrepreneurs comme les acheteurs publics ne passent plus trop de temps à récupérer des formulaires, des informations sociales, fiscales que l'État possède déjà. C'est quand même une réalité. On parle de dématérialisation, et bien ça doit permettre de gagner en efficacité. Ensuite, on avait mesure aussi très concrète, l'abaissement du plafond réglementaire de chiffre d'affaires pour les entreprises. On défendait l'abaissement de 2 à 1,5 fois. C'est contenu dans le décret qui est en consultation là jusqu'au 25 novembre. Donc on est très heureux que nos travaux aient permis d'avancer sur cette voie-là. Ensuite, des sujets qui ont été évoqués par monsieur l'adjoint et madame la présidente. Les délais de paiement, le délai réglementaire il est de 30 jours. Nous incitons évidemment l'ensemble des acteurs concernés à être en deçà de ces 30 jours. Je suis élu à la région Bretagne chargé de la commande publique. Nous avons fixé un seuil limite de 23 jours. Nous sommes à 21 aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui aident nos TPE-PME. Et puis ensuite, un point essentiel, ce sont les avances. En particulier pour les entreprises qui doivent acheter des fournitures et qui peuvent être confrontées à des crises inflationnistes comme on a vécu par le passé. Donc là, nous incitons dans nos travaux à porter ce seuil d'avance au minimum à 30%, voire, comme on le fait par exemple en région Bretagne, à 60% pour les TPE-PME qui doivent s'approvisionner en fournitures, là encore pour les aider et pas faire face à ce mur qui est parfois très important. Et puis, deux derniers sujets, c'est qu'on a besoin aussi des entreprises qu'elles viennent à la rencontre des élus, des collectivités.
l'importance de disposer d'une programmation pluriannuelle des achats. Quand on dit sur 3-4 ans, voilà quelles sont nos intentions, eh bien, le chef d'entreprise d'une TPE-PME peut regarder et dire « Ok, en 2027, en 2028, il va y avoir tel projet, c'est susceptible de m'intéresser, je vais contacter la collectivité parce que moi, je suis capable de proposer des prestations qui vont les intéresser. » Et puis, au-delà, ça permet à l'entrepreneur de se dire « Le marché peut peut-être être important pour moi, mais je vais avoir envie de travailler avec des collègues pour répondre en groupement. » Les groupements momentanés d'entreprise, si on donne de la visibilité, si on laisse du temps aux entrepreneurs pour s'organiser. Je sais que c'est l'un des combats portés par la CAPEB. Moi, je le fais régulièrement au Sénat. On propose ça systématiquement dans nos marchés côté région Bretagne. Eh bien, c'est une des facilités aussi pour les entrepreneurs. Alors, Président Repon, il y a plein de choses de bon sens là. Totalement. Et on est écouté et entendu. Et c'est justement ce rapprochement qui va nous permettre d'accéder à plus de marchés publics et de l'allotissement, comme on l'a vu. Je suis heureux d'entendre des sénateurs parler de groupement momentané d'entreprise. C'est un élément essentiel d'organisation du marché. Si demain, on veut continuer à avoir des TPE sur l'ensemble du territoire, il faudra qu'on travaille ensemble régulièrement, en intermétier, mais aussi dans le même métier. On pourra être moi je suis électricien, serrurier, on peut se regrouper pour accéder à un marché qui nous paraît trop gros au départ, mais qui peut être accessible par le fait qu'on travaille ensemble. Donc il nous faut aussi, nous, artisans, nous réformer, mais pour le faire, il nous faut un projet de loi, il nous faut un texte de loi GME qui nous sécurise et qui nous permette de le faire. Donc c'est vraiment un combat important, parce qu'il nous semble important pour la CAPEB que l'artisanat soit de plus en plus vivace demain, qu'on ait de plus en plus de TPE. On n'oppose pas les grands groupes aux artisans, mais de la TPE en territoire, en ruralité, en proximité, c'est aussi une dynamique, c'est des familles, c'est de l'emploi, et c'est ça qui est important. Et donc souvent on est en dehors des problématiques politiques, et là je pense qu'il est essentiel de rappeler qu'il y a 500 000 et quelques entreprises artisanales de moins de 10 salariés, il en faudrait demain 700 000 et non pas 200 000 comme le monde agricole a perdu ses agriculteurs. Donc il nous faut, et on est dans une période charnière de défense de l'accès au marché. Donc je suis heureux que les sénateurs et que les politiques soient très attentifs à nos projets, à ce qu'on marque dans le fascicule des élections municipales, et on retrouve justement le plan école. Simon Husenat, justement, quelles sont les prochaines étapes de ce rapport ? Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, vous avez évoqué la révision des directives marché public. Ça va être un temps fort de l'année 2026. Directive marché public qui date de 2014. Il y en a 3. Et donc, nous plaidons dans le cadre de nos travaux pour que ces prochaines directives intègrent un principe général de préférence européenne, comme le font là aussi les États-Unis. C'est absolument essentiel. Donc c'est un combat que la France doit porter. Nous allons mobiliser la diplomatie parlementaire dans les mois qui viennent, parce qu'a priori l'objectif de la Commission c'est d'atterrir sur une version consolidée d'ici le deuxième semestre 2026. Nous souhaitons également que dans le cadre de cette révision de directive, il y ait un Small Business Act européen. Ça c'est absolument essentiel, de réserver à minima 30% en valeur des marchés publics de l'Union européenne à nos TPE-PME. Là encore, ça se fait ailleurs. Nous devons les accompagner, leur permettre de grandir avec de la visibilité. Le premier levier d'aide, ce ne sont pas les subventions, ce sont les marchés publics. Donc il faut que nous renforcions cet effet levier. Ensuite, sur la partie plus législative, nous allons avoir plusieurs textes qui vont décliner une bonne partie de ces 67 recommandations. Je vais déposer avec mon collègue rapporteur un texte d'ici la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, sur un certain nombre de mesures que j'ai pu évoquer tout à l'heure, notamment le passeport commande publique, pour que là aussi nous avancions concrètement. Ma collègue Viviane Artigalas avance aussi avec moi sur le sujet des groupements momentanés d'entreprises. Et puis un point sur lequel je souhaite insister, parce que je crois que nous l'avons en partage, c'est l'importance du pilotage par la donnée. Sur ce sujet de la commande publique, nous devons faire œuvre de transparence complète pour que les citoyens, les entrepreneurs sachent précisément où nous en sommes. Nous avons, nous, côté Région Bretagne, un observatoire des données de l'achat public. Nous identifions là où nous sommes bons, là où nous avons des progrès à faire, là où nous avons besoin des entreprises justement aussi pour aller plus loin. C'est ce que nous avons dit à l'État. Nous devons disposer de ces outils pour identifier les axes d'amélioration très rapidement, parce que au regard de la situation et locale, européenne et internationale, nous n'avons plus le temps d'attendre et nous devons flécher
les euros publics là où ils sont le plus efficaces et notamment en direction de nos TPE-PME. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Que c'est heureux d'entendre cette phrhrase dans la bouche de nos hommes et femmes politiques. Merci à tous les quatre d'avoir été sur le plateau du 2PTV. On se retrouve très vite, chers amis, pour de nouvelles émissions puisque nous vous accompagnons jusqu'à la fin de la journée en direct du Salon des maires. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure.